Je vais accueillir Marine Calmet, qui est juriste avocate de formation. Elle est présidente de l'association Wild Legal, que je vous invite à aller voir si vous ne connaissez pas encore. Elle est aussi porte-parole du collectif Hors de question, Or s'écrivant comme le précieux métal, OR. Et elle a été experte pour la Convention citoyenne pour le climat. Elle se bat pour faire reconnaître le crime d'écocide. Et elle s'inspire justement de cette intelligence du vivant et de la sagesse ancestrale des peuples autochtones. Donc il y a vraiment pour moi un fil rouge de cœur avec ce que vous venez d'entendre juste avant. Donc merci d'être là. Merci et bonjour à tous. Je ne reviens pas sur mon parcours, ça a été dit et comme je n'ai pas beaucoup de temps, j'en profite pour tout de suite embrayer sur les droits de la nature, puisque c'est le sujet qui m'amène devant vous et qui est mon combat quotidien aujourd'hui, après avoir justement été très engagée en Guyane française contre les activités minières, mais aussi pétrolières. Je me suis rendu compte qu'il y avait un petit problème dans nos organisations, et notamment dans notre organisation juridique, qui fait que justement, des projets qui aujourd'hui détruisent nos milieux naturels, mais conduisent tout simplement à l'effondrement de nos sociétés et du monde de manière générale, sont parfaitement légales, parfois même encouragées par nos modèles juridiques actuels. Et c'est là que les droits de la nature, à mon avis, offrent une réponse systémique à ce problème qui n'est pas qu'un problème juridique, mais qui aujourd'hui pourrait justement bénéficier d'une transition juridique. Ce mouvement des droits de la nature, pour aller vite, il part de ce constat qu'aujourd'hui, notre société, qu'on appelle anthropocentrée, parce que justement, elle repose sur l'idée que l'être humain est au sommet de la pyramide du vivant, il faut changer ce regard de la société sur nous-mêmes, et ça repasse, et ça a dû vous être dit par les Kogi et par d'autres penseurs que vous avez croisés, il faut replacer l'être humain, mais donc aussi toutes les activités de l'être humain dans le milieu auquel il appartient. Et pour ça, il faut passer de cet anthropocentrisme à ce que moi j'appelle le bioperspectivisme. Bioperspectivisme parce qu'il s'agit d'adopter une société dans laquelle justement nous pouvons laisser de la place aux perspectives, aux visions, aux besoins, aux intérêts des autres qu'humains et pas uniquement à nos intérêts. Et ce mouvement, il a été notamment théorisé dans les années 70 dans un livre qui s'appelle « Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ?» qui a été écrit par Christopher Stone, qui est un universitaire, un professeur qui était professeur de droit public aux États-Unis et qui est revenu sur l'évolution justement notamment de la personnalité juridique et de l'accession à des droits fondamentaux dans notre société humaine et dans nos civilisations. Et il soulève le fait que ok, les droits de la nature aujourd'hui, ça peut sembler bizarre. Reconnaître que les autres entités, donc non humaines, aient aussi des droits, ça peut paraître même très loufoque. Mais, il dit, ça a été le cas pour beaucoup d'autres êtres qui se sont vus reconnaître progressivement des droits. Et très intelligemment, dans ce livre, il revient sur l'évolution progressive du statut d'être dans notre société humaine. En l'occurrence, il repart, de son point de vue américain évidemment, notamment de l'abolition de l'esclavage. L'esclavage était un système juridiquement établi dans lequel des êtres humains étaient la propriété d'autres êtres humains, où des êtres humains pouvaient posséder, donc considérés comme des biens, des êtres pour leur servir de force de travail, de labeur dans leur modèle économique. Avec l'abolition de l'esclavage, donc, on part du supposé que chaque être humain est égal et a des droits propres. À cette époque-là, les esclaves noirs sont considérés comme du bétail, juridiquement. Ensuite, progressivement, avec l'évolution des mœurs et de notre société, eh bien, on a posé la question des droits des femmes. Parce que oui, les femmes aussi, pendant très longtemps, ont été des sous-sujets juridiques, privés de la plupart des droits, et notamment des droits politiques et des droits économiques. Donc le droit d'être élu et d'élire, avec l'accession très récente au droit de vote, très récente au regard de l'histoire de l'humanité, hein, j'entends. Nous, ça nous semble absolument normal, à nous, les générations actuelles, mais quand on parle à nos grands-parents ou arrière-grand-mères, c'était une révolution totale. Mais aussi le droit de posséder un chéquier, d'avoir un compte en banque, de choisir son métier, etc. Ou de travailler, tout simplement. Puisque c'était de la responsabilité du mari de choisir, de choisir pour sa femme et d'établir comme ça des règles pour bien faire fonctionner son foyer. Bon, aujourd'hui, ça paraît un peu désuet, mais c'est justement l'idée à laquelle amène Christopher Stone, c'est qu'en fait,
le droit et la société évoluent et il y a des boucles de rétroaction entre les deux. Ce qui aujourd'hui nous semble parfaitement banal était une révolution à une certaine époque, et parce que le droit a changé, ça implique ensuite des changements culturels qui font qu'on trouve ça parfaitement banal. Et Christopher Stone, il ajoute en plus dans cette réflexion juridique passionnante l'idée qu'en fait, il revient à quelque chose de très concret, le droit est une fiction. Le droit est une fiction et donc on construit des personnes selon nos besoins. On a construit les États, les organisations internationales et puis en plus récemment les entreprises et les syndicats. Ce sont des fictions juridiques assez récentes en fait, au regard du droit, de l'évolution du droit médiéval jusqu'à aujourd'hui, du droit romain encore plus loin jusqu'à aujourd'hui. Et donc il le dit, en fait avec la transformation des besoins de notre société, on crée des personnes sur mesure. Vous voyez où je veux en venir. Ce qu'il dit, c'est qu'en fait, demain, on a besoin de reconnaître la nature, nos milieux de vie et les interrelations que nous avons les uns avec les autres comme des personnes à part entière, titulaires de droits fondamentaux, parce que ce système juridique dans lequel les êtres humains sont les seuls à avoir des droits et les seuls à être représentés par notre modèle légal, cela ne tient plus debout. Et il le fait déjà le lien en 1972. Il faut vous rappeler, 1972, c'est aussi l'année du rapport Meadows. C'est aussi l'année du rapport sur les limites à la croissance. On sait déjà dans les années 70 ce qui est en train de se passer d'un point de vue du climat, mais aussi de l'effondrement de la biodiversité. Il en parle d'ailleurs très bien dans son livre. Et il le dit, face à cette crise, nous ne pouvons pas nous faire l'économie de la question des droits de la nature. Donc, je vous laisse lire ce livre. Il est accessible à tous et c'est un très bon livre traduit depuis l'anglais, dont j'ai fait la préface et qui a été édité au Passager clandestin. J'en viens tout de suite à la pratique parce que entre le moment où Christopher Stone a cette idée dans les années 70 et aujourd'hui, il s'est passé un petit bout de temps. Et le premier pays à avoir reconnu enfin les droits fondamentaux de la nature, c'est l'Équateur. 2008, sous l'effet d'un référendum, eh bien, les citoyens équatoriens adoptent ce fameux article 71 qui reconnaît les droits fondamentaux de la terre-mère, donc de la communauté vivante dans son ensemble, dans le pays de l'Équateur, et permet à chaque citoyenne et chaque citoyen d'aller en justice pour protéger les droits de la terre-mère. Dans cet article, eh bien, il y a à la fois l'identité, la cosmovision andine des peuples autochtones, mais il y a aussi la volonté justement de sortir d'un modèle néolibéral qui a malheureusement été la cause de nombreuses crises sociales en Équateur. Et c'est pas fini malheureusement, mais malgré tout, aujourd'hui, on compte à peu près une cinquantaine de jurisprudences qui, en Équateur, ont permis de faire face à des activités extrêmement nocives, justement sur le fondement des droits de la nature. J'en citerai une seule, celle de Los Cedros, qui a permis à des citoyens concernés par 2 projets miniers qui allaient détruire une forêt qui entourait leur collectivité, eh bien de saisir la justice et de faire valoir les droits de cette forêt contre justement les permis donnés par l'État équatorien. Et le juge constitutionnel a évidemment considéré que oui, les droits de la nature, ce n'était pas une rhétorique, ce n'était pas symbolique, que les droits de la nature s'appliquent à tous, personnes privées comme personnes publiques, et à annulé les 2 permis miniers délivrés parce qu'il a considéré que ces permis miniers étaient incompatibles avec les droits de la forêt et de toutes les entités vivantes qui peuplent cette forêt. Mais il a aussi imposé à l'État, et ça c'est très intéressant, d'établir avec les citoyens, les élus et les scientifiques un plan local permettant justement de faire en sorte que plus jamais une activité incompatible avec les droits de la nature ne vienne s'installer sur ce territoire. Et donc ça impose évidemment une logique qui est celle de dire on planifie sur le long terme l'habitabilité de notre milieu et on fait en sorte que ne s'installent sur notre territoire que des activités compatibles avec les droits fondamentaux humains et avec les droits fondamentaux de la nature. Autre lien, autre pays, les droits humains, droits des générations futures et droits de la nature. Ce groupe d'enfants, de jeunes adultes aussi, a attaqué l'État de Colombie face à la carence de cet État dans la lutte contre la déforestation. Et de manière très intéressante et totalement inattendue, eh bien, le juge colombien est reparti des droits fondamentaux humains pour dire effectivement, les futures générations sont lésées lorsque l'État n'entreprend pas de lutte efficace contre la déforestation, mais ce sont aussi les droits fondamentaux de la forêt en elle-même, de la forêt amazonienne, qui sont violés par les carences de l'État.
Et de manière très intéressante et subtile, en fait, le juge va faire le lien intrinsèque entre droits humains, droits des générations futures et droits de la nature, en disant tout ça, finalement, ne relève d'une seule et même pensée juridique et du droit constitutionnel colombien. C'est intéressant parce que, contrairement à l'Équateur, qui a reconnu les droits fondamentaux de la nature dans sa constitution, eh bien, en Colombie, il n'y avait pas de soubassement juridique. Et le juge l'a énoncé en disant « c'est le défi constitutionnel de notre siècle ». Pour vous parler un petit peu d'autres terrains, parce qu'on pourrait avoir l'impression que du coup, les droits de la nature, ça concernerait que la forêt ou des rivières, des fleuves, des zones 100% naturelles, quoi, en gros. Il y a d'autres politiques qui sont mises en place, notamment au Costa Rica, qui visent justement à faire le lien entre la nature, puis ses citoyens non humains, dans les villes. Et notamment à Curridabat, c'est une petite ville en bordure de la capitale du Costa Rica, où sous la pression et l'urbanisation, la collectivité a commencé une réflexion autour du fait de se dire mais en fait, peut-être que les autres qu'humains, les abeilles, les pollinisateurs en tout genre, les papillons, les arbres, sont aussi des citoyens. Qu'est-ce que c'est qu'être un citoyen ? Et en fait, les élus de la mairie ont commencé à se dire, mais être citoyen, c'est agir dans la cité. C'est faire des choses pour la collectivité. C'est pas simplement mettre un bulletin de vote dans l'urne tous les 5 ans. Et donc, ils sont repartis de cette idée pour dire, dans ce cas-là, ça veut dire que tous les autres êtres qui cohabitent dans nos villes sont aussi des citoyens. Et ils ont repensé notamment la planification territoriale à travers les besoins des non-humains et notamment des abeilles et des insectes en se disant on va, alors c'est un grand plan, déconstruire et débitumer les trottoirs, on va faire des corridors écologiques parce que d'une part ça assure le bien-être des êtres humains, notamment face à la chaleur, mais c'est aussi le droit fondamental des autres qu'humains à se déplacer parce que les abeilles et parce que les insectes, ils ont besoin d'être à couvert pour pouvoir se déplacer en sécurité dans les villes. Et donc, du coup, ils sont repartis de là pour se dire, voilà, on va essayer de voir la conception et la programmation de nos villes demain à travers les yeux des non-humains. C'est tout un programme qui est mis en place et qui est vraiment passionnant. Je vous invite à aller regarder. Ils mettent beaucoup de choses en ligne sur leur site web. Entre-temps, les droits de la nature prennent un peu partout dans le monde, notamment en Afrique, en Asie et même en Europe. Je vous en parlerai juste après. Et il y a au niveau international, du coup, une force qui est en train d'émerger, et notamment dans l'accord cadre Kunming-Montréal, vous savez, qui balise déjà le sentier pour la protection de la biodiversité à l'échelle internationale. Et bien, sous les effets combinés à la fois de la société civile, on était plus d'une centaine d'ONG à pousser dans une coalition pour l'intégration des droits de la nature dans cet accord cadre Kunming-Montréal, mais aussi par certains États qui sont pionniers, et notamment la Bolivie qui pousse énormément. Et bien donc les droits de la nature ont fait leur entrée dans ce texte international et on espère bien qu'on va retrouver justement les droits de la nature comme un outil concret aussi dans d'autres textes, notamment dans les accords climat, mais aussi dans les accords internationaux sur la haute mer. Et vous le savez, il y a une grosse échéance là l'année prochaine sur ce sujet-là et évidemment on va se mobiliser pour que ça fasse partie des outils qui demain justement vont créer un effet d'entraînement positif dans les débats et dans les discussions internationales. Donc c'est en train de prendre un peu partout dans le monde. Cette carte, elle est plus à jour, mais comme vous le voyez, en Australie, en Nouvelle-Zélande, notamment la Nouvelle-Zélande, encore une fois, sous l'effet aussi, sous l'entraînement des peuples maoris, pareil en Australie avec les populations aborigènes, mais aussi beaucoup aux États-Unis. On compte plus de 150 initiatives aux États-Unis, que ce soit sur la façade ouest avec les orques résidentes protégées par la ville de Miami, ou d'autres initiatives, notamment sur le fleuve Saint-Laurent au Canada. C'est vraiment en train d'émerger partout de manière assez organique et par rapport si on se réfère à 1970, eh ben, vraiment un mouvement qui est en train de prendre à l'échelle mondiale. Et même chez nos voisins, donc j'en finis là sur les exemples, avec l'adoption de la loi Mar-Ménor, justement parce que des citoyens se sont mobilisés contre les pollutions dues aux intrants agricoles qui menaient malheureusement à des asphyxies assez régulières où on retrouvait les poissons morts évidemment sur le bord de la lagune. Et les citoyens ont, par le biais d'une pétition, c'est un outil espagnol qui permet au-delà d'un demi-million de signatures de saisir le Congrès espagnol, et le Congrès espagnol, à la quasi-unanimité des voix, eh bien, a choisi d'adopter une loi reconnaissant définitivement les droits de la Mar-Ménor et dotant cette Mar-Ménor maintenant d'un organe de tutelle dans lequel siègent donc les citoyens qui parlent au nom de la lagune.
mais pas que, évidemment, aussi d'autres représentants, notamment du milieu économique. Donc vous voyez, ce mouvement, en fait, il est en train de se propager. On a sorti récemment un livre à ce sujet avec l'AFD, qui est l'Agence française de développement. Donc c'est notre banque d'investissement française, hein, qui s'intéresse à ces sujets pour faire le lien évidemment entre droits humains mais aussi droits de la nature, puisque avec le dérèglement climatique, avec l'effondrement de la biodiversité, on se rend bien compte que malheureusement, faire appliquer ou garantir tout simplement la protection des droits humains demain, ce ne sera pas possible. Ce ne sera pas possible si on ne réfléchit pas à la protection du milieu en même temps qu'on pense à la protection des droits humains. Et donc, j'ai eu la chance de coordonner l'écriture de cet ouvrage justement en revenant aux essentiels, en parlant aussi de ce qui se passe dans le monde. Donc, il y a à peu près une trentaine de cas qui sont énoncés, regardés en profondeur avec des interviews d'acteurs, de pionniers justement qui ont mené à la reconnaissance des droits de la nature dans ces territoires, et puis des regards croisés sur droits de la nature et investissement et développement local, etc. Donc moi, j'en ai pris qu'une dizaine d'exemplaires parce que c'est bien lourd. Vous avez vu, ils sont pas tout petits. Donc sinon, par contre, vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site de l'AFD. Tapez simplement AFD et droits de la nature et vous allez en savoir plus et pouvoir retrouver l'intégralité de ces échanges. J'enchaîne sur les entreprises, parce que c'est un peu le sujet qui vous concerne le plus, je dirais. Bon, vous l'avez vu, dans tout ce que je vous ai dit, il y a beaucoup de choses qui vous concernent, que ce soit l'annulation de permis, que ce soit la réorganisation, planification territoriale en harmonie avec le vivant, ou bien d'autres considérations, tout simplement sur la protection des droits humains et la manière de penser nos modèles demain en harmonie avec le vivant. Tout ça, ça vous concerne évidemment. Donc, comment on fait concrètement? Quelle partie de tout ça on pourrait bien appliquer au monde économique? Alors, je reviens à l'évolution du monde du travail, parce que c'est très intéressant de faire le parallèle et l'analogie un peu entre les deux. Au début, dans un conseil d'administration, il y avait des dirigeants, des patrons, chacun, on prend ses discussions entre nous, on décide, et puis progressivement, avec l'évolution des mentalités, et puis avec des mouvements aussi sociaux, sont arrivés, le Front populaire, représentant du personnel, dialogue social. D'un coup, ce qui était invisible, la masse des travailleurs, sans voix, sans visage, s'organise pour nommer un représentant. Et ce représentant, il est la voix dissidente à l'intérieur de l'entreprise. Il doit être aussi écouté par ceux qui décident. De cette manière-là, on passe d'un modèle où justement une seule voix est représentée, celle des décideurs, celle des dirigeants, et plusieurs voix émergent parce qu'on se rend compte qu'au sein d'une même personne morale existent en fait des intérêts divers. C'est intéressant, c'est une première diversité de classes, peut-être de rapports sociaux qui se met en place. Et bon, beaucoup plus tard, un peu comme sur la première explication de Christopher Stone, un peu plus tard dans l'évolution du modèle, s'est posé la question de la représentation des femmes. Oui, 2011, la loi sur la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les conseils d'administration. Pourquoi on a fait ça ? Pas parce que c'est plus efficace économiquement, hein, je ne sais pas. En tout cas, ça n'a pas été prouvé à ma connaissance. Pas parce qu'on voulait améliorer le fonctionnement des entreprises, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est clair, c'est que l'idée derrière tout ça, c'était aujourd'hui, on le voit, il y a un plafond de verre dans les entreprises. Dans les lieux de décision, les femmes sont sous-représentées. C'est toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui. Hein. Et les femmes sont sous-représentées dans les lieux de décision. Donc qu'est-ce qu'on fait? On contrebalance avec la loi pour qu'il y ait une diversité de genres qui se mettent en place. C'est très intéressant. Notre société tend à représenter toujours plus de voix, quitte même à compliquer notre modèle. Parce qu'en fait, ce n'est pas plus simple, c'est plus compliqué. Mais on le fait parce que, en tant que société, c'est le but, justement, d'aller vers une amélioration et une déconstruction de ces rapports de force qui créent, sinon, un modèle sclérosé dans lequel ceux qui ont toujours décidé continuent à décider pour les autres. Non, on va enrichir ce modèle. Et vous voyez très bien où je veux en venir, je pense. La table d'après, c'est justement comment on fait pour représenter la nature. Comment on fait pour représenter la nature dans nos modèles d'entreprise. Et donc là, on a une entreprise pionnière qui s'appelle Face in Nature. Donc, ils font des cosmétiques bio, qui a déjà fait un premier pas, très inspiré par le mouvement des droits de la nature. Ils se sont posé la question, comment nous on fait? Et bien, ils ont nommé un gardien de la nature dans leur conseil d'administration. Et c'est assez intéressant parce que, en fait,
Cette idée-là, elle est née il y a quelques années, hein, c'est pas très vieux, 2022. Ils se sont entourés d'avocats qui travaillent sur les droits de la nature. Ils leur ont dit accompagnez-nous. Et récemment, ils ont fait leur premier rapport d'activité. Ils mettent tout en open source sur leur site. Vous pouvez vraiment aller voir. C'est impressionnant parce qu'ils font un gros travail à la fois d'introspection et de pédagogie sur ce sujet-là. Et donc, ils ont nommé d'abord un avocat. Alors, je dis pas ça parce que je cherche du travail. L'idée derrière tout ça, ils l'ont expliqué, ils l'ont internalisé. Ils se sont dit, et ils ont fait un rapport très poétique. Ils ont dit, ce qu'il faut dans notre entreprise pour que la nature puisse vraiment s'enraciner, c'est du lichen. Pourquoi du lichen? Eh bien, ils ont fait le rapport, l'analogie avec les Highlands. Ils se sont dit, comment la nature a pu se développer dans une terre où la glace venait de partir, libérée de la pierre à nu, pauvre. Eh bien, c'est le lichen qui d'abord s'installe, qui puise justement les minéraux dans la roche, qui permet ensuite à d'autres végétaux, des petites herbes au départ, puis des arbustes, puis enfin des arbres, de s'implanter. Mais d'abord, il faut que le terreau ait le temps de maturer. Et donc, ils se sont dit, ces avocats, ce modèle juridique, et notamment le travail des avocats de structurer les règles de gouvernance nouvelles, le travail justement de créer des zones de discussion, des espaces bien organisés, c'était notre lichen. Et maintenant, dans l'entreprise, tout le monde peut être gardien et gardienne de la nature parce qu'on a ce terreau. Je trouve ça hyper intéressant parce que ça a le côté positif, l'aspect important de se dire on est dans la transmission. On ne fige pas la gouvernance, elle commence d'une manière pour évoluer vers autre chose et c'est OK de faire comme ça. C'est OK de se dire qu'il n'y a pas un modèle de représentation figé, mais au contraire, on va évoluer au gré de l'évolution de la culture à l'intérieur de l'entreprise. Et donc, ils sont repartis de tout ça et ils en ont tiré des enseignements très intéressants. Ils ont nommé d'autres gardiens, ils ont mis en place des procédures et ils ont permis à cet administrateur d'avoir une voix, un vote au nom de la nature, mais aussi d'avoir des procédures sécurisées. Dès qu'il y a une décision de l'entreprise qui touche à la nature, il faut que cet administrateur qui représente le vivant soit informé, qu'il ait le temps de consulter des scientifiques, des experts, pour tout simplement formuler un avis. Cet avis doit être transmis aux autres administrateurs et évidemment, il est soumis au vote. Le conseil d'administration doit justifier chaque décision s'il n'est pas en accord avec le gardien de la nature. Ce qui ne s'est pas trop produit d'ailleurs parce que dans les décisions dont ils font part et qui touchaient notamment à la politique du plastique ou à l'huile de palme, eh bien, évidemment, l'idée a été d'aller dans le sens du gardien de la nature. Donc, pour finir un petit peu sur ce que vous pouvez faire ou des pistes de réflexion au sein de vos entreprises ou de vos modèles. Donc, il y a cette question de la gouvernance qui est centrale. Donc, chez Facing Nature, ils ont vraiment mis le curseur sur administrateur de nature, avec donc ces droits un peu particuliers. Et il faut penser évidemment ces modèles à la fois dans la nomination, la sécurisation, mais aussi des mécanismes d'alerte. Qu'est-ce qu'on fait si le gardien ne respecte pas ses obligations, si on se rend compte qu'il est tiraillé, qu'il ne prend plus des décisions qui vont dans le sens de la nature, donc des mécanismes d'alerte, voire de révocation. Mais moi, je crois qu'il faut aussi penser à un contre-pouvoir, c'est-à-dire un vrai contre-pouvoir dans l'entreprise. Sinon, on recrée un modèle pyramidal où vous avez encore un administrateur qui décide de tout. Il faut apprendre du dialogue social et se dire comment je fais pour utiliser un modèle qui, au lieu d'avoir une pyramide, va avoir un cercle. Un cercle dans lequel, grâce au dialogue social, on remet aussi du sens dans le travail des syndicats. On redonne aussi de la place à ceux qui peuvent parler au nom de la nature différemment. Et il y a quelques mois, on a été contacté comme ça par la CFDT sur cette réflexion parce qu'ils ont créé un réseau qui s'appelle Sentinelle Nature, et qui permet, c'est transversal à la CFDT, ils forment les syndicalistes sur les questions environnementales, ils ont créé même une fresque du pouvoir d'agir pour la nature dans l'entreprise. Et de cette manière-là, l'idée est de se dire comment on utilise le pouvoir de représentation syndicale pour aussi intégrer cette réflexion autour de la représentation du vivant dans les entreprises. C'est assez intéressant. On a fait, il y a une conférence que vous pouvez revoir en ligne avec Marie-Lise Léon, qui est la chef de la CFDT, et ils ont décidé de mettre cette idée au cœur de leur prochain congrès. Donc c'est pas du tout fantaisiste, c'est quelque chose qu'ils prennent très au sérieux, et j'espère que justement, grâce au pouvoir qu'ont les syndicats, notamment à la protection de ceux qui parlent,
Parce que, évidemment, quand on a pensé le modèle syndical, la question était aussi de comment on peut s'exprimer librement, comment on peut défendre les autres et des intérêts au sein d'une entreprise, et en étant protégé dans son emploi, c'est quand même important. Eh bien, ces mécanismes qui protègent les syndicalistes, ils pourraient être utilisés aussi pour que des voix qui protègent la nature puissent justement faire émerger des positions qui ne sont pas forcément toujours faciles à entendre. Et donc, du coup, pensons peut-être demain, justement, de nouveaux modèles syndicaux dans lesquels on aurait un gardien de la nature qui permettrait justement de refaire un cercle, de remettre du sens dans cette gouvernance à l'intérieur de l'entreprise. Et puis, je finis là-dessus, des bonnes pratiques, parce que comme je vous l'ai dit, alors on a déjà, vous avez certainement conscience que vous pouvez revoir vos statuts, les réécrire, y mettre le vivant, ça, je ne reviens pas là-dessus. En revanche, vous reconnaître, vous déjà comme gardienne et gardien de la nature, et respecter dans votre modèle économique ces droits du vivant, moi j'appelle ça plutôt de la compliance, parce que j'aime bien dire qu'en fait, enfin, vous savez, voir venir les changements. Ça c'est votre rôle en tant que dirigeant d'entreprise, voir venir les changements. Et bien avant que les droits de la nature soient reconnus en France, et ce sera, eh bien l'idée est que vous voyez venir cette évolution et que vous l'intégriez d'entrée de jeu dans votre bonne pratique, mais surtout, évidemment, que vous participiez à cette évolution. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'un accélérateur juridique. C'est pas possible d'avoir quelques pionniers comme ça qui montrent un peu la voie, mais qui sont rattrapés, en fait, ou dont les efforts sont balayés par tous les autres qui font pas aussi bien et qui profitent un petit peu justement de ce vide juridique. On a absolument besoin que les efforts des entreprises soient couplés à une évolution de nos modèles juridiques. Et pour ça, évidemment, on a besoin de vous. La société civile, les gouvernants et les entreprises doivent agir vraiment pour faire évoluer ce modèle et faire en sorte que cette harmonie avec le vivant, elle se traduise à l'intérieur, à l'extérieur de l'entreprise. Et donc, pour ça, on a besoin d'avoir un effort groupé. Et je vous invite vraiment à vous informer plus sur ces sujets-là grâce à notre site internet et à différentes conférences que vous pouvez retrouver sur le sujet sur notre page YouTube. Merci.